Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer ensemble des thématiques en lien avec cette jeunesse qui participe justement à l'éclosion de notre magnifique continent, l'Afrique. Génération News, vous connaissez le procédé scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons nous intéresser aux promesses, mais surtout les promesses non tenues. Quel impact aujourd'hui dans le relationnel, les relations que nous développons envers l'autre. Et puis en deuxième et dernière partie, nous allons cette fois-ci parler des conséquences. Est-ce que les conséquences conseillent mieux que les conseils? Et bien des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, que des nouveaux pour la plupart. On va démarrer avec Ange. Ange, vous êtes la seule femme sur ce plateau Génération News. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Première participation, vous êtes juriste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Plaisir à partager également, on l'espère, pour David. Vous êtes dans l'électromécanique. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci aussi à vous, ça me fait plaisir. Et on avance avec Dorian. Dorian, en tout cas, merci d'être de notre aujourd'hui. Première participation également. Bienvenue à Génération News. Merci, tout le plaisir pour moi. Et on termine avec un habitué de ce plateau Génération News. Deuxième participation, Comet. Toujours un plaisir de te recevoir. Bienvenue chez toi, tout simplement. Merci à vous. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, la première partie de l'émission, nous allons nous intéresser aux promesses, en l'occurrence, les promesses non tenues et naturellement leur impact sur le relationnel. Ange, je démarre avec toi, histoire de donner un petit peu le ton de cette première partie d'émission. Les promesses, quel rapport as-tu avec les promesses? Et pour s'accrocher à la thématique, est-ce que tu es du genre à aller au bout de ce que tu promets, tout simplement pour éviter des petites tensions entre l'autre, enfin avec l'autre ou entre des proches? Merci. Déjà, je trouve que cette thématique est importante à pouvoir aborder parce qu'aujourd'hui, il y a des afflictions, il y a des problèmes qui se créent entre différentes générations, communautés, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à pouvoir être fidèle à notre parole. La promesse est importante en ce sens qu'elle engage notre responsabilité et aussi notre crédibilité envers autrui. Alors, pourquoi en faire si on n'est pas sûr de pouvoir les tenir? Il est important aujourd'hui de pouvoir être des personnes de parole, des personnes dignes. J'aime apprendre cet exemple. On a un oncle toujours, quand il dit « j'arrive », on sait que il est parti. Il est parti, ouais. C'est fini. Ouais. Automatiquement, on va plus le revoir. Mais c'est important qu'aujourd'hui, peu importe le temps que ça te prendra, au courant bien sûr de la journée, et que tu dises « je reviens, j'ai une course à faire », on va dire non. Mon tonton Comet va revenir parce que je sais qu'il l'a dit. S'il ne l'avait pas dit, il a dit oui, ok, ne t'inquiète pas, encore là, mais il a affirmé. Donc on est vraiment au niveau de l'engagement en termes de parole. Exactement. Voilà. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui parce que ça nous permet de montrer aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés, déjà notre sérieux pour les plus âgés, et aux plus jeunes, ça permet de pouvoir leur montrer le canevas à suivre. C'est important d'être de bons modèles aujourd'hui. Nous avons eu des modèles. Qu'en sommes-nous de nous? Est-ce que nous sommes des modèles? Ouais. Être un modèle, Comet, effectivement, ce que Ange vient de dire, pardon, c'est assez intéressant, mais comment on arrive à ce stade-là? Je veux dire, comment on arrive au stade où la promesse devient en fait un élément déclencheur des tensions avec l'autre? Moi, je pense déjà que les promesses, c'est vraiment, ça remet en jeu la confiance. Et la confiance, c'est la base de toute relation humaine. Et dès le moment où il y a cette brisure-là de la confiance, donc quand tu ne respectes une promesse, la confiance est coupée et justement, ça crée cet espace-là qu'il y aura entre les personnes par la suite, en fait. Et ce serait très compliqué de revenir à cet état de confiance qu'il y avait au départ envers une personne. Et que faut-il faire du coup pour l'éviter? Est-ce qu'il faut arrêter d'en faire les promesses ou bien, comme l'a souligné Ange, s'engager, aller au bout de ce qu'on a démarré? Je pense qu'il faut concilier les deux. Donc, il faut faire moins de promesses et ne faire de promesses que quand on sait qu'on peut aller au bout, tout simplement. D'accord. David, est-ce que toi, tu es assez à l'aise avec ça, avec l'idée de faire des promesses et puis, est-ce que tu es déjà entré dans une phase assez compliquée avec un proche parce que la promesse n'a pas été tenue, malheureusement? Alors, écoutez, merci déjà pour la question et pour la parole. Bon, concernant les promesses, j'ai un avis particulier parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup faire de promesses. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'on parle de promesses, pour moi, du coup, je me retrouve directement lié à ça. Je suis une personne qui fait beaucoup de promesses, comme je disais, et je m'engage, puisque le mot qui est ressorti beaucoup lorsque vous avez discuté, c'était l'engagement. Exactement. Donc, l'engagement, en fait, Vas-y, l'engagement. Et quand tu te retrouves dans cet engagement-là, tu vas au bout. C'est-à-dire que toi, tu fais des promesses en fonction de ce que tu peux réaliser. C'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Je me débat, en fait, à pouvoir engager, à pouvoir aller au bout de ce que tu as promis. Exactement. D'accord. Oui.
Peu importe la promesse. En fait, peu importe la promesse. Que tu as les moyens de ta politique. Exactement. Parce que c'est pas, je ne promets pas n'importe qui, n'importe comment. Donc, si je me mets à faire une promesse à une personne, à toi, si je me mets à te faire à toi une promesse, je vais forcément aller jusqu'au bout de ma promesse. Parce que je prends l'engagement, parce que je prends exactement l'engagement d'aller, de le faire. Donc, vis-à-vis de toi, j'aurais une dette, en un mot, en fait. Mais quand tu arrives au stade où, malheureusement, tu ne peux pas, là, tu nous donnes une situation où tu vas au bout de ce que tu peux, tu es un peu le Père Noël, en quelque sorte, mais quand tu te retrouves, malheureusement, où tu peux pas aller au bout de la promesse, est-ce que tu es du genre à désamorcer un petit peu la bombe, dans le sens des tensions, évidemment, puisque c'est la thématique, est-ce que tu es du genre à désamorcer la bombe en allant vers la personne et dire à la personne que, malheureusement, je ne pourrais pas aller au bout de cette promesse pour telle raison et telle raison? Oui, bon, c'est vrai qu'il arrive que des fois, on ne peut pas aller jusqu'au bout de nos promesses. Bien sûr, je suis pas... Ah, ça décourage Ange, maintenant. Non, même faut pas, t'inquiète. Mais à ce moment précis, je suis obligé d'aller vers la personne et m'en excuser et revoir en fait l'attitude que j'aurai après vis-à-vis de cette personne. Donc, Dorian, comment on se comporte quand on est dans la posture de la personne qui n'a pas reçu le cadeau, c'est-à-dire la personne qui malheureusement reçoit la fausse promesse, la promesse non tenue? Est-ce que ça a déjà été le cas pour toi? Tu me diras, mais surtout, comment on doit réagir face à cette situation? Bon, merci pour la parole. Pour répondre à cette question, je serais obligé de me mettre dans la peau de... Ouais. T'as jamais reçu une promesse non tenue? Non. Bon, déjà, je suis pas trop du genre à espérer ou à courir après certaines personnes. D'accord. Mais du coup, comment tu gères ça? Comment tu pourrais gérer au cas où tu te retrouves dans une phase de... Malheureusement, la promesse n'a pas été tenue te concernant? Si je demande quelque chose à quelqu'un et que... Bon, lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, je m'attends toujours à ce que cette personne n'aille pas au bout de sa promesse. D'accord. Est-ce que toi, tu es du genre à en faire des promesses, du coup? Est-ce que toi, tu fais des promesses, toi? Bon, j'en fais peu. D'accord. Parce que déjà, je ne suis pas trop, disons, extraverti. D'accord. Non, déjà, je cible des personnes aussi. Mais la question que moi j'ai envie de poser, oui, Ange, avant de te donner la parole. Oui, non, mais c'est juste la question que j'ai envie de poser à Dorian, c'est, et peut-être que chacun me donnera son avis là-dessus, mais pourquoi on se sent toujours obligé d'en faire? Pourquoi on se sent obligé de faire des promesses? Bon, pour moi, l'objectif n'est pas d'en faire, mais pour moi, c'est, comment dire, l'objectif est de pouvoir, mettre la personne dans une bonne situation. Pouvoir répondre à la demande de la personne. D'accord. Parce qu'en répondant à la demande de cette personne, nous gagnons en crédibilité, nous renforçons des liens. Ouais. Et nous sommes, disons, une personne d'espoir. D'accord. Et si c'est pas tenu, naturellement, tu perds tout ce que tu viens de... Je perds toute crédibilité. D'accord. Ange? Dorian m'intrigue. Il m'intrigue en ce sens qu'il dit « Je ne suis pas du genre à demander parce que je ne suis pas extraverti. » Et pourquoi alors faire la demande première? Espérer, mais donc pourquoi faire la demande si tu n'espères pas? Parce que lorsqu'on demande, c'est qu'on veut recevoir. À moins que ce ne soit un test pratique pour voir entre griffes la générosité de la personne. Ça peut être un système, enfin, il se défend très bien, vas-y. Quand j'ai dit je n'espère pas, ça ne veut pas dire, c'est pas à 100%. Okay? En demandant à l'autre, je cherche aussi de mon côté. D'accord. Donc, en d'autres termes, si tu me demandes par exemple d'être ton épouse, tu cherches aussi à côté une autre. Ah ouais, mais là c'est l'argument. Pourquoi pas? C'est l'argument de force. Non, justement, par rapport à ça, Ange, moi, la question que j'ai envie de savoir, parce que dans ton argumentaire en début d'émission, tu as parlé d'exemples à donner, notamment pour la progéniture, donc en gros, les enfants. Mais pourquoi on a l'impression que nous, et je pense qu'on a tous vécu ça, nos parents, parfois, pour nous éduquer ou nous rassurer, nous promettre des choses. Par exemple, si tu arrêtes de pleurer, je vais te donner un bonbon. Et est-ce qu'on a besoin aussi quelque part d'éduquer par le mensonge, en d'autres termes par la promesse? Je ne pense pas forcément que ce soit un mensonge parce que lorsque Dorian a pris la parole, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit que c'est réconfortant. Donc, à ce niveau-là, je pense tout simplement que c'est pour pouvoir apaiser les tensions avec les enfants. Mais ça devient un mensonge si derrière on ne donne pas le bonbon. Si, et seulement si, condition d'existence. Oui, mais ça arrive que les parents ne donnent pas. En fait, je ne peux pas prendre cet exemple-là parce que moi, à chaque fois, j'ai toujours reçu, lorsqu'on m'a dit si tu arrêtes de pleurer, si tu as le bac, si. Oui. Et je remercie mes parents pour ça. On remercie déjà. Le prénom de maman, c'est comment? Félicité. Félicité. Bon, on félicite déjà. On félicite maman au passage. Oui, Comet. Après, justement, malheureusement, nous, on n'a pas eu la même chance que Ange. Nous, on a grandi avec cette pseudo-manipulation-là. Voilà. C'est ça qui est malsain réellement. Parce que, comme je le disais avant et tout, ça remet en question tous les fondements
qu'on a au niveau de la confiance au niveau des personnes et surtout même au niveau de l'autorité parentale. Parce que si un parent passe sa vie à faire des promesses pour essayer de tirer quelque chose de l'enfant, mais ne fait jamais le pas pour la contrepartie, bah, ça remet en question tout. C'est surtout ça. C'est, en fait, comme il disait, comme Ed dit, il y a un espèce de manipulation autour de ça. Parce qu'au finish, nos parents se disent, si je dois calmer l'enfant, il faut nécessairement que je promette quelque chose. Et nous, dans la conscience d'un enfant, il se dit, ah, si mon père m'a promis ça, donc mieux. Normal, parce voilà. On applique automatiquement l'échange équivalent. Oui. Pour recevoir, il faut pouvoir donner. Oui, mais quand on promet, on va au bout. C'est ce on est d'accord. Oui, mais derrière, c'est pour ça que nous sommes en train de débattre sur cette question. Ça prouve effectivement qu'il y a une douleur qui est créée au niveau du manque de promesses, en fait, par rapport au fait qu'elles ont déjà été édictées. Ce petit manquement-là, on sent que j'ai été abusée. Parce que j'ai eu confiance en ce qui a été dit, mais entre ce qui a été dit et ce qui doit être fait, un véritable fossé se creuse. D'accord. Un fossé se creuse, pardon, Dorian? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas les enfants plutôt qui manipulent les parents? Dans quel sens? Et dans le sens où, oui, ça y est, l'enfant, c'est que à chaque fois que je vais, par exemple, pleurer, papa va me dire que, bon, si tu te calmes, je vais t'acheter le bonbon ou machin, etc. et consorts. Après, pour ça, moi, je pense pas. Parce que moi, je pense que le parent qui passe sa vie à faire des promesses, c'est un aveu de faiblesse par rapport à lui-même, son argument d'autorité. Parce que l'autorité, pour moi, ne doit pas se manifester justement, que ce soit par le fait de frapper l'enfant, que ce soit par le fait de promettre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'attendre quelque chose d'un enfant pour qu'il exécute tes ordres. Ouais. Donc, dès le moment où tu fais une promesse, pour moi, c'est un aveu toi-même de ton autorité auprès de lui parce que tu sais que c'est une promesse que tu ne pourras pas ou du moins que tu ne voudras même pas réaliser. Voilà, donc c'est pourquoi j'associais à manipulation et à mensonge quelque part derrière. La promesse ne doit pas être associée à ces deux mots-là. La promesse est là pour réconforter, en même temps, on va dire pour récompenser. Ça c'est de base, d'où la thématique d'aujourd'hui. Ça c'est de base et on veut comprendre pourquoi justement ce geste-là de béatitude, de félicité qui, comme tu l'as dit, qui reconforte, qui rapproche, se retrouve à être un élément déclencheur des tensions entre deux personnes. Et par rapport à ça, les amis, revenons un petit peu, sortons du cadre familial, la cellule familiale, revenons un petit peu dans le cadre un peu purement politique, mon cher David. On parle également de la démagogie quelque part quand on parle de promesses. Il y a des phases où malheureusement il y a des politiciens qui nous promettent des choses et qui malheureusement ne vont pas au bout de ça. Comment toi, en tant que jeune, futur cadre et qui participe quelque part à l'éclosion de notre magnifique continent, comment tu perçois souvent cette étape qu'on retrouve lors des joutes électorales? Bon, déjà, il faut comprendre que les politiques, ils passent, comme vous avez dit, beaucoup de temps à promettre des choses au niveau de la population. Une manière de pouvoir aussi rassurer souvent la population de ce qu'ils vont faire et pouvoir avoir des voix lorsqu'ils font des élections. Mais moi, le sentiment que j'ai le plus souvent, lorsque j'analyse un peu les discours des politiques, c'est que la plupart des promesses sont faites juste dans le but d'obtenir la confiance du peuple et en fait de gonfler les voix juste à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est pas forcément des engagements qui vont tenir. Ouais. Pas forcément, je dis bien pas forcément. Ne regarde pas. Je sais que je suis rentré. Je dis pas forcément parce qu'il y en a beaucoup qui promettent mais qui ne font pas à la suite. Ouais. Beaucoup de politiques. Mais est-ce que forcément c'est pour pouvoir gonfler l'auditorat? Est-ce que ce n'est pas aussi en fonction des réalités qu'ils trouvent? Parce qu'aujourd'hui, toi, si tu te présentes étant comme, par exemple, président de la République, et automatiquement, tu fais des promesses en vertu de ce que tu veux faire pour ton pays. Mais quand tu arrives sur le terrain, tu trouves d'abord ce que l'ancien a fait. Exemple, si tu trouves une dette, tu ne peux pas t'engager à aller prendre une autre dette avant d'éponger celle que tu as déjà. Comment pourrais-tu tenir les promesses que tu as eu à faire avec la bonne foi, étant donné ce que tu viens trouver sur le territoire présentement? D'où je parle exactement de... ce n'est pas normal en fait. Parce que, je vais t'expliquer. Si je me mets à tenir une promesse à un peuple, c'est que je dois tenir ma promesse. Si je me mets à donner une promesse au peuple, de dire par exemple je changerai telle route, lorsque le peuple m'accorde sa confiance et que l'on me place où je dois être placé, donc par exemple au titre de président, je me dois de respecter mon engagement envers impérativement, quel que soit. Encore endetter le pays, tant que tu respectes ta promesse, c'est le plus important. C'est l'engagement que tu as pris. En dépit de ce qui va être créé derrière. C'est l'engagement que tu prends parce que moi c'est... C'est l'engagement que tu décides de prendre. Ouais. Si tu sais que le pays a des dettes, parce qu'avant de donner ton plan d'action
par exemple présidentielle, je vais aller sur ce cadre. Avant de donner ton plan d'action, tu connais les réalités de ton pays, tu connais forcément les fonds des caisses de l'État. Si tu fais des études, non, il y a quand même. bien sûr, il y a des études qui sont faites, il y a un travail Il y a quand même un travail fait en amont avant de pouvoir aller jusque là. Présentement, par exemple, si on prend le cas de ton pays et que tu y arrives et que tu demandes que je veux avoir vos différents résumés annuels par rapport aux dépenses qui ont été faites, etc., tu pars à n'importe quel cours de compte, automatiquement, on va te produire ces documents parce que tu es désireux de les avoir. Mais je pense que c'est là la force d'un vrai candidat, c'est de pouvoir cerner toutes les failles et de dire, écoutez, à ce niveau, il y a telle faille, mais je vous promets qu'en étant président, je vais résoudre ce problème-là. Si je peux me permettre, oui, en quelques mots, on va laisser la parole à Comet. Je ne peux pas me présenter candidat je peux pas me présenter candidat à l'élection de mon pays si je ne connais pas les réalités de mon pays. C'est impossible. Donc, si je me porte candidat pour déplacer, par exemple, le président, c'est parce que je me rends compte qu'il ne fait pas le travail qu'il doit faire et moi, je peux le faire. Et puis, on a l'avantage de, si jamais David il est président, parce que lui, il tient ses promesses. Hein. Il va au bout de ses promesses. Oui. Il faudrait qu'on puisse nuancer, parce que ce n'est pas parce qu'on se porte candidat pour quelque chose qu'on voit qu'il y a des failles dans ce qui a été fait. On peut peut-être pouvoir apporter des améliorations. Oui, mais pour apporter ces améliorations-là, justement, il faut un travail. Et si tu tiens une promesse en disant « je vais améliorer », va au bout de ce que tu vas améliorer. J'ai envie de revenir sur un autre point, et je reste avec toi, Comet. On a parlé tout à l'heure, effectivement, la question, je l'ai posée à Dorian, qui a apporté quelques éléments de réponse, mais j'ai envie de revenir là-dessus, parce que dans son argumentaire, elle a souligné un point qui est très intéressant, c'est la position, la posture. Alors, la question, je te la repose, mon cher Comet, parce qu'on oublie souvent aussi l'autre, c'est-à-dire la victime, parce que celui qui attend la promesse, la victime, en fait, dans le cadre d'une promesse non tenue, c'est naturellement la personne qui attend, la personne qui espère. Parce que quand tu fais une promesse à quelqu'un, il y a quelque chose que tu crées en l'autre, c'est l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre, mais ça tue de l'intérieur aussi. Mais cette personne-là, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'elle vit aussi quand la promesse n'est pas non tenue, Comet? C'est un peu plus difficile, parce qu'elle nourrit de l'espoir et malheureusement, derrière, il n'y a pas de suite. Bien évidemment, parce que c'est de l'espoir qui est nourri, comme tu l'as dit, après des illusions. Exactement. C'est cette désillusion-là qui va créer justement la rupture au niveau de cette personne, le manque de confiance encore une fois, et puis globalement c'est un peu ça. Quel rapport as-tu avec papa ou maman, les grandes sœurs, les grands frères par rapport aux promesses? Est-ce que tu es du genre le grand frère qui rassure dans la promesse? On a dit que la promesse aussi, c'est vrai qu'on a vu un peu le côté sombre de la promesse en parlant de manipulation entre parents et enfants, mais il y a aussi un côté un peu positif, c'est notamment le fait que ça booste un petit peu. Aujourd'hui, elle a parlé du bac, papa qui a dit, ou maman Félicité qui a dit si elle a le bac, elle aura tout ce qu'elle veut, voilà, sauf peut-être une voiture, mais encore que ça viendra. Mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin on a besoin de ça quelque part aussi, de ces promesses-là pour nous galvaniser un petit peu. Oh, d'accord, je comprends. Est-ce que toi tu motives tes petits frères à travers les promesses? T'es du genre non? Bon, personnellement c'est pas mon cas. D'accord. Déjà parce que chez nous, la perfection est le minimum toléré. D'accord. Déjà le cadre est bien mis en place pour que voilà, tout le monde puisse ici, donc nous n'avons pas besoin souvent d'une promesse. D'accord. Mais toi, tu demandes quand même? Non. Tu demandes? Ah ouais, mais toi, t'es en fait, bon. Place pour que tout puisse coopérer. Ouais. Donc, en d'autres termes, c'est que lorsque les dispositions ne sont pas mises, c'est ce qui peut encore entraîner le fait que l'évolution ne soit pas forcément constante. Qu'est-ce que je peux demander alors qu'on m'a déjà tout donné? Wow. Mais ça c'est dans le cadre familial. Il y a ces arguments, Ange, on n'y peut rien. Il a ces arguments qui sont louables. Montrer que je peux quelque chose, mais bon. Mais je veux dire, Dorian, enfin, revenons un petit peu dans le cadre relationnel. Tu as une petite amie ou tu auras une petite amie, tu es appelé à être marié. L'engagement, comme on l'a dit, par définition, c'est aussi une promesse bon, ça c'est selon. Je ne pense pas. Non, mais elle te taquine, elle te taquine. Mais je veux dire, dans le relationnel, comment toi t'arrives justement à avoir le juste milieu dans une relation avec ta petite amie ou une relation avec une personne, en l'occurrence que t'aimes, ça peut être papa ou maman ou ta petite sœur, mais je veux dire dans le cadre de ta petite amie, dans ton cadre de ta relation, comment t'arrives à avoir le juste milieu dans la promesse? Est-ce que t'en fais déjà quand t'es amoureux? J'en fais peu, ce que je peux réaliser. Le peu que tu réalises, ça se résume à quoi en général? Par exemple,
Aller au restaurant ou promettre lors de 14 février de lui offrir quelque chose ou, Quelques-uns. D'accord. Et quand tu ne les tiens pas, ces promesses-là, est-ce qu'il y a une tension qui commence un petit peu à naître? Bon, de son côté, elle peut être déçue, Ok. mais de mon côté, c'est encore pire parce que je perds en crédibilité. Ouais. Et c'est au fur et à mesure aussi, c'est un engagement qui s'effrite. Et comment tu te rachètes? Bon, Est-ce que tu te rachètes en faisant d'autres promesses? Non, par contre, je me rachète en faisant une autre surprise, par une surprise. Ah, d'accord. Le rachat, David, dans le relationnel, on a l'impression que c'est parfois, on a cette phrase-là, t'inquiète pas, je vais me racheter. En général, quand on fait une promesse non tenue, est-ce que ça rassure, le fait de dire à quelqu'un, je vais me racheter? Ça rassure, mais pas très souvent. D'accord. Parce que si la personne s'habitue au fait qu'on puisse à chaque fois dire je vais te promettre quelque chose, ou bien je vais faire une surprise, ou bien la personne s'attend à ça, il va perdre effectivement en En crédibilité. crédibilité. D'accord. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On parlera des conséquences et des conseils. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons à présent parler des conséquences et des conseils. Le lien entre ces deux notions, évidemment, mon cher Comet, les conséquences et les conseils, quel lien tu fais entre les deux et surtout pour s'accrocher à nos thématiques, est-ce que les conséquences corrigent mieux que les conseils? Effectivement, je pense que les conséquences ont un fort impact sur la destinée parce que les conseils, c'est bien, mais les conséquences sont beaucoup plus directes, je dirais. Et vraiment, les conséquences, ça remet beaucoup plus l'affaire de, comment dire, l'expérience. C'est l'expérience qui reflète, parce que c'est selon les expériences vécues qui nous guide réellement, je pense. D'accord. Et par rapport à ça, Ange, je veux dire, est-ce qu'il faudrait, par rapport à l'argumentaire de Comet, laisser les gens se cogner un peu la tête, ou bien les conseils jouent toujours un rôle assez intéressant? Moi, je pense que ça dépend des tempéraments. Peut-être que beaucoup de personnes trouveront ça absurde, mais il y a des tempéraments qui, effectivement, à cause de la fougue qu'ils ont, devraient plus expérimenter ce côté-là de conséquences que de conseils. Mais pour des tempéraments plus dociles, comme il me semble avoir l'impression que c'est le cas de Dorian, ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas besoin de se cogner pour pouvoir apprendre. Ouais. Mais par exemple, dans le cas pratique de Comet et moi, on a besoin de se cogner pour pouvoir apprendre. Parce que notre têtudité, c'est souvent notre narcissisme. En pensant que nous maîtrisons certaines situations sur le plan, une fois qu'elles nous est présentée, peut être nécessaire pour nous. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde. Il y a véritablement des personnes dont les conseils suffisent largement. Automatiquement, tu vas dire, il me semble, à Dorian, ne sort pas parce qu'il se fait tard. Bon, il trouve que c'est raisonnable et c'est logique. Mais tu vas dire à Comet, il va penser à un endroit où il y a du groove. Il va se dire, mais quand même, alors que je pourrais prendre 2-3 petits verres là, et puis il y a la jolie petite fille que j'ai vue avant-hier là. Bon, Comet nous dira si c'est le cas, justement. Et David, du coup, toi les conseils, tu es beaucoup plus à l'aise avec ça, ou bien à l'image de ce que vient de dire Ange, tu vas beaucoup plus dans le sens de Ange, c'est-à-dire il faut relativiser et c'est en fonction du tempérament, en fonction du profil. Mais est-ce que toi tu es du genre à prendre des conseils et en donner en retour? Déjà, il faut comprendre, moi je partage totalement l'avis de Ange, hein. Ça dépend vraiment des tempéraments. Parce qu'il y a des personnes qui ont des têtes vraiment assez compliquées, on va dire. Moi, je suis plus du côté conseil. Parce qu'une personne sage écoute les conseils pour éviter les répercussions. Exactement. Et s'il fallait que tu apportes, alors c'est peut-être un peu trop tôt, mais s'il fallait que tu apportes une réponse à la thématique, est-ce que pour toi, les conséquences corrigent mieux que les conseils? Dans certaines mesures, oui. D'accord. Dans certaines mesures, oui. Mais c'est mieux. Moi, je préfère dire c'est mieux. Parce que si je veux reprendre la thématique, je dirais pour moi, dans certaines mesures, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Parce que ce sont les meilleurs enseignants. Ils ont un impact un peu plus rude, une marque un peu plus imprégnante que la personne va garder et va se dire, bon, je suis tombé déjà, voilà. En fait, tu apprends de toi-même par l'erreur que tu as, la décision que tu as prise. Et lorsque tu te relèves de ça, c'est impossible que tu puisses encore revenir, sauf que tu es vraiment têtu, vraiment têtu. Mais c'est comme on dit, l'échec enseigne mieux que la réussite. Il y en a qui le disent justement. Dorian, le conseil, est-ce que voilà, tu es assez à l'aise avec ça ou bien toi, il faudrait d'abord que tu te brûles un petit peu pour comprendre? Il faut, comme disait tout à l'heure mes co-débatteurs, tout dépend de la capacité de tout un chacun à pouvoir comprendre, écouter les conseils des autres. Mais du coup, toi, tu marches à quoi? Tu marches au conseil ou bien tu marches à... Bon, je dirais les deux. D'accord. Je dirais les deux. Parce que en écoutant aussi, ça dépend aussi de la personne qui est en face de moi.
Et la personne qui en face de moi peut me donner un conseil. Si je n'ai pas de l'estime pour cette personne, je peux pouvoir, je vais peut-être aller déraper. En fait, toi, tu suis le conseil en fonction de la personne en face de toi. C'est ça. Je ne dirais pas que c'est quelque chose que je généralise. Mais à mon avis personnel, je dirais que j'écoute beaucoup plus des personnes qui m'influencent. D'accord. Donc si c'est un conseil qui vient de maman ou papa, là ça passe beaucoup mieux. Si c'est d'autres, je peux étudier, je peux écouter le conseil. Dans le cas contraire, je peux aussi aller toucher au feu. Est-ce que ça fait forcément de nous quelqu'un de réfractaire au conseil si on décide de ne pas justement suivre ce conseil-là? Non, moi je pense pas. Parce qu'en fait, je pense que la capacité de réception des conseils, ça dépend du crédit qu'on accorde à la personne. Parce que le fait de croire en une personne ou en ce que la personne a vécu ou ce que la personne dit, c'est en fonction de la perception que nous on a de cette personne-là. Donc je pense pas réellement que ce soit une marque de têtutesse ou un truc du genre. Donc pour moi c'est... Je suis pas d'accord. Partage-nous ton désaccord, Ange. Pour moi, le crédit par rapport au conseil ne devrait pas être accordé à l'estime qu'on porte à une personne. Mais de façon générale, si une personne de mauvaise foi te demande de ne pas accomplir ce genre d'acte et tout, je pense que ça rentre beaucoup plus dans le cadre de la sensibilité générale. On sait que c'est de façon courante, c'est des règles générales. Mais si on rentre beaucoup plus dans des aspects concrets de la vie, si une personne qui n'est pas, je dirais pas habilitée, mais qui n'a pas réellement d'expérience sur le sujet vient me conseiller, je serais plus réticent à écouter ses conseils, plus naturellement. En fait, je pense que toi aussi. Voilà, supposons que tu ailles, Ange, supposons que tu ailles à un séminaire sur une discipline que tu aimes bien. On parlait en off de la philosophie. Tu aimes bien la philosophie et tu croises des grands penseurs africains et à la fin, il y a un qui te donne un conseil. Tu es beaucoup plus apte à prendre ce conseil en considération parce que tu estimes que c'est un devancier, donc il a beaucoup plus de maîtrise que toi dans certains sujets, ou bien tu vas remettre en cause en te disant « Ah, je suis peut-être mieux, j'ai envie moi d'aller au bout de la chose et pas forcément prendre en compte ce conseil-là ». Est-ce que tu relativises? Particulièrement l'exemple qui est pris par rapport à la philosophie, parce que tous les penseurs ne se disent pas forcément qu'ils pensent mieux, mais qu'ils pensent différemment. Oui. Et le fait de penser différemment permet l'évolution. D'accord. S'il n'y avait pas de contrariété, il n'y aurait pas de progrès. Oui, mais du coup, donc, tu fais quoi? Est-ce que tu prends le conseil? Un conseil, je vais y réfléchir. C'est justement ce qui ouvre l'éclosion même de la pensée. Et y réfléchir, ça veut dire que tu acceptes le conseil? Pas forcément. Ça veut juste dire que je vais me poser et je vais voir si d'abord de base j'étais en contradiction avec l'avis qu'il me donne ou si ça couvre ce que j'étais déjà en train de penser. Parce que tout vient aussi de là. Souvent, quand nous sommes réfractaires à des conseils, c'est parce que nous nous faisons déjà une image différente de ce qui nous est conseillé. Si j'ai envie d'aller à gauche et que tu me dis d'aller à droite, pourquoi aller à droite? Et tout le monde n'a pas forcément cette mesure-là de pouvoir penser et de se dire est-ce que la droite serait meilleure que la gauche? On se base et on campe automatiquement sur nos positions que ce que j'estime doit être le meilleur parce que j'ai pesé, j'ai essayé d'analyser. Mais on ne se dit pas automatiquement que pourquoi pas essayer les deux ou trouver justement ni à gauche ni à droite mais au milieu. Exactement. Et c'est la question que je posais justement à Dorian. Est-ce que le fait de ne pas accepter un conseil, ça fait de nous une personne qui soit réfractaire au conseil? Et je pense que tu as apporté un élément de réponse par rapport à ça parce qu'on estime que notre idée, ça peut être la meilleure aussi. Donc on veut forcément la suivre sans prendre en compte les conseils qui viennent derrière. En repartant dans la cellule familiale, je reste avec toi, Comet. Je reviens vers toi avant de donner la parole à David. On a parlé de l'éducation, on parle également des conséquences. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans la neuroscience, notre cerveau est programmé pour refuser systématiquement la négation. Donc c'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un « je t'interdis de sortir », la personne sortira derrière. Et ça, c'est parce que notre cerveau est totalement programmé pour refuser la négation. Et d'ailleurs, pardon ? L'interdit attire. Exactement. Et d'ailleurs, les psychologues l'utilisent beaucoup en parlant de la psychologie inversée. Donc, on veut d'abord t'interdire un truc avant de te pousser à agir. Et par rapport à ça, qu'en est-il de l'éducation qu'on peut donner à nos enfants par rapport aux conséquences? Est-ce qu'on laisse l'enfant aller se cogner parce que généralement nos parents nous disent ne fais pas ça, mais nous on va au bout de ce qu'on a derrière. Est-ce qu'il faut laisser l'enfant apprendre ou bien le processus de conseil participe à l'évolution, à l'éclosion de l'enfant aussi? Je pense que c'est des choses qu'il faut allier et aussi ça dépend de la façon de la capacité de réception de la personne aussi. Parce qu'il y a des enfants qui seront beaucoup plus têtus. Donc avec cela, ce sera très compliqué de juste appliquer les conseils. Donc les conséquences auront un rôle à jouer. Et il y a des personnes qui seront beaucoup plus dociles aussi. Et il y a des personnes aussi
qui, malgré les conséquences, vont s'entêter, et là, il faudra aller un peu plus loin. Eux, c'est quoi là? On a envie de comprendre. Comment? D'ailleurs, c'est ce que David a dit. Si tu arrives à un niveau où tu reprends les mêmes bêtises, qu'il y a forcément un truc où tu n'as pas compris. Mais comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on a un élément de réponse par rapport à ça? Les gens qui répètent tout le temps les mêmes bêtises sans tenir compte des conséquences. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas pigé dans l'erreur qu'ils ont faite. Parce que le fait de refaire la même chose, forcément, on aura les mêmes conséquences. Exactement. Donc, les mêmes causes produisent... Les mêmes conséquences. Effectivement, ouais. Peut avoir un caractère addictif effectivement dans le processus. David, est-ce que toi, comme à la question que j'ai posée à Dorian, est-ce que tu te rapproches parfois de papa, maman, histoire de prendre conseil, ou bien comme le grand monsieur que t'es, tu te dis bon, vas-y, je vais aller au bout de ce que j'ai commencé, je vais apprendre de moi-même. Bon, moi toujours. J'ai grandi avec les conseils. D'accord. Mon père m'a éduqué juste avec les conseils. Il s'appelle comment, papa? Olivier. Merci à papa Olivier. D'accord. Donc, lui, il m'a toujours dit, quelle que soit la personne, voici pourquoi, avant de répondre, si vous me permettez, j'aimerais poser une question à Dorian. Si une personne pour qui tu n'as pas de l'estime te donne un conseil qui semble être bon pour toi, est-ce que par manque d'estime pour la personne, tu ne vas pas prendre le conseil à la lettre ou bien tu ne vas pas y réfléchir? Je ne pense pas avoir dit que parce que je n'ai pas d'estime pour cette personne que je ne veux pas prendre. J'ai dit que le conseil que je reçois va aussi avec les valeurs que la personne qui me les transmet adopte. Tu vois, je serais plus réceptif au conseil de quelqu'un qui épouse des valeurs par rapport à quelqu'un qui a une vie, par exemple... qui ne va pas dans le même sens. Qui n'a aucune vertu. Ok. Je comprends. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que dans la vie, on apprend de tout le monde. Même des personnes qui ne sont pas du domaine dans lequel nous sommes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la sagesse, non, je ne vais pas rentrer trop à l'intérieur. Non, mais il va se défendre. Oui, il va se défendre. Bien sûr. En fait, quand je parle de ça, c'est parce que de ma façon de voir, de ma conception des choses, la sagesse voudrait que, quelle que soit la personne qui est en face de toi qui te donne un conseil, tu puisses avoir l'esprit analyse, de pouvoir détecter si il est bon pour moi, à quel moment même je peux l'appliquer. Parce qu'une personne peut te donner un conseil, ce n'est pas pour forcément la situation que tu traverses maintenant, ça peut être pour le futur. Donc, il faut savoir juste prendre la chose, y réfléchir et la garder, avoir la manière de faire. Mais pas tout de suite avoir un esprit de rejet pour dire, bon, la personne là, c'est n'importe qui. Parce que moi, ça m'est arrivé, je suis de religion chrétienne. Donc, ça m'est arrivé d'être avec des amis qui sont non chrétiens, qui m'interdisent de faire des choses du monde. Ils me disent, non, moi, ne me suis pas, nous ici on fume, nous ici on fait ceci, toi, il faut rester dans le droit chemin. Pourtant, ils savent que le vrai chemin, c'est par exemple, le bon chemin pour eux, c'est l'église, n'est-ce pas? Donc, ils m'accompagnent dans ce sens, mais eux, ils sont dans leur truc. Est-ce que moi, je vais dire que bon, ils ne mènent pas la même vie que moi, ou bien bon, ce ne sont pas des gars. Mais pour autant, tu prends en considération. Je prends toujours en considération. Mais il y a aussi quelque part une forme de protection, ils veulent t'éloigner quelque part un peu de. Exactement. D'accord. Dorian? Tout à l'heure, tu parlais de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, d'abord, c'est la lumière de l'intelligence. C'est cette capacité qui permet de distinguer le bien du mal. Je peux prendre un conseil. Si je ne suis pas sage, je vais rejeter le conseil. Si je suis sage, je veux prendre le conseil sous un angle qui m'est favorable. Tout à l'heure, tu disais que tu as des amis qui peuvent t'interpeller que bon, fumer, c'est pas bon et tout. Mais hormis ça, tu as d'abord la Bible qui te l'enseigne. Tu as les prédications qui te l'enseignent. Donc, tu es déjà influencé quelque part. Oui, par ces... Si je peux rebondir à ce que tu dis, vu qu'ils s'attaquent directement à moi. On ne s'attaque pas. Non, c'est façon de parler. On échange. Si je veux répondre dans ce que tu dis, dans la Bible, mais la Bible ne m'interdit pas d'écouter les conseils d'autres personnes. Au contraire, ça me permet d'aller même vers des personnes qui sont, on va dire, qui ne sont pas peut-être dans la même religion, ou bien qui sont moindres pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Et voilà, en fait. Toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, exactement. Voilà, la Bible. L'unité précède là-bas. Oui, donc, moi, je pense que les voies du Seigneur sont impénétrables si on reste vraiment dans ce cadre-là. Donc, il faut être prêt à écouter de partout. Après, c'est l'esprit critique maintenant qu'il y a derrière qui permettra de voir si ce conseil-là réellement, est-ce que je l'applique à moi ou est-ce que je le garde ou est-ce que je le balance. Mais ça peut même servir à quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être à quelqu'un d'autre. Le messager.
Ouais. Non, Ange, elle a l'air... elle nous observe, elle dit « je vous laisse parler, mais moi, dis-nous tout, Ange ». Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas envie de paraître violente ou d'attaquer qui que ce soit. Non, mais c'est par pas le but, rapport Ange. à ce que Dorian dit, vraiment, il porte à croire qu'il est porté sur le bon messager avec le bon message. Alors qu'on peut avoir le mauvais messager, mais qui porte le bon message. Ouais. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui fait en sorte que beaucoup de personnes subissent plus de conséquences que de conseils. Parce qu'ils partent dans cette logique-là que la personne en face de moi doit avoir des valeurs, à la limite que je partage pour pouvoir me permettre de... C'est un peu comme ce qu'on voit souvent avec certaines personnes lorsqu'on parle de religion. Et que la personne se dit, tu n'es pas bien placé vu que tu fais ça. Mais ce n'est pas parce que je fais quelque chose, justement, c'est parce que je connais les conséquences des actions que je pose, que je ne veux pas que tu subisses ces mêmes conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui, et pour aller dans le même sens que toi, désolé de t'interrompre, est-ce qu'aujourd'hui le jugement a un impact aussi sur le processus même du conseil? C'est-à-dire que ça fausse tout quelque part. Malheureusement, c'est le cas. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait être appliqué. J'ai aimé tout à l'heure, même si je n'ai pas forcément apprécié les termes utilisés, mais lorsque David a eu à dire qu'il peut prendre une personne moindre pour te conseiller, lorsqu'il prenait le cas pour le cas religieux. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir avoir comme connotation aujourd'hui. Le savoir et la vérité n'est pas à quelque chose, à une personne propre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on a des qualifications différentes, c'est parce que justement, chacun a sa spécialisation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que je suis par exemple médecin, je ne peux pas parler de droit. Ouais. Je n'ai pas complètement aucun apport par rapport à cela à apporter dans une conversation. Il est important aujourd'hui que nous puissions considérer la personne d'abord en premier lieu parce que c'est une personne réfléchie comme nous, dotée d'un cerveau, d'une réflexion et d'un raisonnement et non pas de voir aux gestes qu'elle pose pour lui accorder de la crédibilité. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, on évite toute politique de rejet par rapport au conseil, mais qu'on essaie de voir, comme Maître l'a dit, même si la perception elle est plutôt négative, mais de voir si on peut tirer du positif dans ce conseil-là. Et même si ça ne nous sert pas, ça peut servir à quelqu'un. Et après, ce n'est pas forcément exactement. Ça peut ne pas nous servir à nous parce que nous ne sommes pas concernés par la situation, mais ça peut servir à quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes relatifs à une situation où ce ne sont pas forcément des cas que nous vivons, que nous pouvons exposer lorsque nous conseillons nous aussi. Exactement. Mais par rapport à une situation d'une tierce personne qui est venue nous demander conseil. Pourquoi on vient aussi nous demander conseil? Parce que les gens qui nous demandent conseil estiment que nous avons une certaine sagesse. Pas parce que nous avons forcément vécu la situation, mais parce que nous pourrons les aiguiller vers une attitude plus responsable par rapport à eux-mêmes. Ils estiment qu'ils ont peut-être quelque part dérouté. Et par rapport à cela, ils aimeraient avoir certains éclaircissements pour les aider à pouvoir, entre griffes, voilà. Bon, ça, c'est pour certains cas. Pour d'autres cas, c'est juste pour nous attendrir parce qu'ils veulent souvent notre argent. Il y a un peu de la manipulation dans le conseil aussi derrière. Du coup, Dorian, par rapport à ce que Ange vient de dire, ne te sens surtout pas attaqué parce que j'ai l'impression que... Non, voilà, on est là pour échanger, mon cher Dorian. Est-ce que toi, tu as également une oreille assez attentive? Est-ce que tu as la bonne oreille dans le sens où tu donnes conseil aussi toi en retour, les gens viennent vers toi prendre conseil? Ok, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord... Mais naturellement, mon cher, c'est beaucoup. J'aimerais d'abord remercier Ange ouais. d'avoir éclairé ma lanterne. Bon, maintenant pour venir à votre question, j'aimerais d'abord ici dire que mon verset favori dans la Bible, c'est Proverbe 5, verset 1. D'accord. Je vais paraphraser, qui dit... Fils, sois attentif à ma sagesse, prête oreille à mon intelligence. D'accord. Si au moins ça répond déjà à oui, quelque part. Donc ça veut dire qu'on peut venir vers toi, prendre conseil, d'accord, et tu sauras nous aiguiller. Bon, si je ne peux pas, je dirais clairement que je ne peux pas. D'accord. Ça t'arrive? De ne pas pouvoir conseiller? Non, de dire que tu ne peux pas conseiller. Non, quand je ne comprends pas que ça m'arrive, je donne mon avis personnel. Oui, mais ça reste un conseil. Tu conseilles. Ok. Mais la personne n'est pas tenue de suivre. Hein, parce que bon, j'ai mes expériences. Ouais. Je peux conseiller quelqu'un en fonction de mes expériences, mais si la personne en face, n'ayant pas la même expérience, peut. Oui, non, mais ça c'était juste de savoir, ça t'arrive de dire en ces termes-là, je ne peux pas te conseiller. Non, j'ai dit simplement qu'il faut. Je conseille la personne. Même le fait de le dire, ça reste un conseil. Je conseille la personne, mais avec des pincettes. Voilà, et il faut les enlever pour le coup. Dis-moi, Comet. Non, mais juste pour ça, je pense que on n'est pas obligé tout le temps d'aller dans ce sens-là. Donc c'est Ouais, David. Dans quel sens? Dans le sens de... Oui, je vais te laisser parler. En fait, il parlait de... Excusez-moi, en fait, le film est sorti de la tête.
Ok, il a abordé beaucoup de choses de ne pas conseiller. Pour le fait de ne pas conseiller, en fait. ouais. Moi, je vais beaucoup plus du principe où si je ne suis pas compétent sur un sujet, je préfère même pas me prononcer. Oui, et ça reste un conseil aussi, quelque part. Du coup, c'est ça. Un avis, parce que c'est automatique. C'est Oui. quelque chose que j'aime particulièrement avec le cerveau humain. On a la projection et on a les réponses instantanées. Peu importe ce qui est dit, ton cerveau ne peut pas s'empêcher d'avoir une réaction et d'avoir une stimulation visuelle. Oui, mais il y a une réaction. sûr. Mais est-ce Il y a une qu'elle réaction, s'adapte à la situation Et c'est ça. Des fois, j'estime que mon avis n'est pas légitime sur certaines questions. Ouais. Et donc, j'estime que le prononcer ne ferait, d'une part, pas forcément avancer la situation, et d'autre part, ça pourrait peut-être être blessant. Donc, je préfère ne pas me prononcer. Et ça, c'est... Les conseils doivent être réconfortants. Ah, ça dépend. Ah, mais Dès le moment- mais attention, dès peut-être le que moment- conseil a un effet thérapeutique aussi, Ouais. quelque part. Il y a un effet Oui, mais qui a dit thérapeutique. qu'il y a des thérapies ciblées, Oui, il y a des thérapies agressives, par exemple dans le cas de la médecine. Bien sûr. bah oui. En fait, Donc, qui a dit que le Et même conseil dans le doit cadre être de la lourd? thématique, on parle de conséquences. Donc il y a un effet aussi un petit peu agressif là. tu as parlé de la médecine. Oui. Pour les conseils. Non, Ça, pas c'est du un tout. Non, mais- aspect qu'on n'a pas soulevé. Bien sûr, tu as parlé de la Excuse-moi, médecine. Colette. En médecine, on dit primum non nocere. Ça veut dire d'abord ne pas nuire. Donc, je vous ne parlez peux pas. latin là-bas. Bah, bien sûr. Ah, écoute, donc, je ne peux pas aller dans le sens de vouloir directement nuire à une personne si je sais que ce que je vais faire ne va pas du tout l'aider. En fait, il y a des fois, il faut blesser. ouais, des fois, ouais. des fois c'est important et tout. Il faut être Mais cru dès dans le les moment mots, où ce que je sais que j'ai envie de dire ou ce qui me vient à l'esprit n'a aucune valeur, on va dire, thérapeutique, pour rester dans le cas de la médecine, je ne le fais pas, tout simplement. direct. Et je Bon, préfère écoutez, me retirer. Les amis, je pense que la thématique elle est pertinente malheureusement. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Ange, une personne à saluer avant de clore cette émission. Ça a été un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. On s'est bien amusé avec toi. On a surtout appris. Est-ce que tu as une personne à saluer avant de Oui, clore? la personne la plus importante au monde pour moi, mon fils, Wami. D'accord. Il s'appelle comment? Wami. Ok, bah, gros bisous à notre magnifique fils. Dorian, une personne à saluer vite fait. Je vais saluer mes parents. ainsi Tu que- peux les citer, hein? Je pense à mon père, Madjou Philippe. Ouais, Je pense à ma mère, Ernestine Dendi. d'accord. Je pense à mes frères et sœurs, Erfi, Dan. Bon, on Eva. salue tout le monde. Salut Et tout le voilà, coucou les parents en plus, hein, David. Pareillement que vraiment, c'est mes parents et aussi ma communauté chrétienne Harvest Intercontinental Church. D'accord. Je salue. Bon, on fait, Papa c'est pas Olivier. tu vois, la retenue. Merci. Il faut le dire, coucou C'est papa Olivier. En Et tout cas, donc- il sera content. Voilà. Et aussi maman qui est maman Sidonie. Ben voilà, maman Sidonie. Comet. Bah, moi, je pense que le syndicat, tout simplement, et puis je pense Voilà. que ça va, c'est suffisant. On salue le syndicat au passage. Ah oui, bon, Merci. c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. En tout cas, Très longue merci, histoire. merci d'avoir répondu à l'invitation. Comet, David, Ange, Dorian. Merci d'avoir participé à Génération News. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Les amis, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.